Ah, ben voilà, on avait perdu Emmanuel Ray, on l'a retrouvé. Donc j'invite les intervenants à me rejoindre à cette table ronde. Donc Stéphane Berthier, Emmanuel Ray, Yves Weinand et Thomas Buchy. Et on va s'installer calmement pour un débat très tonique. Alors donc on va commencer ce débat de clôture. Et comme la dernière fois, je vais commencer par une question que j'adresse à tous les quatre. Vous pouvez y répondre, on peut dire, successivement dans l'ordre où vous avez pris la parole et vous avez présenté vos projets. Mon hypothèse est la suivante. Il a été souvent question, notamment dans les projets que vous avez présentés, de quête, on peut dire, d'excellence, de transmission. Et je me demande une chose, c'est-à-dire longtemps la transmission a été l'affaire, on peut dire, d'un passage, on peut dire, de témoins d'homme à homme, d'apprenti de maître à apprenti, et ainsi de suite. Et il y a eu comme ça, on a vu se construire, on peut dire, une culture du travail bien fait, du bien construit, qui reposait sur des choses qui avaient été dites, qui avaient été enseignées par le faire, pendant des générations et des générations. La modernité, on le sait très bien, elle rompt un peu ce pacte, elle rompt un peu ce processus, elle segmente les choses, elle casse, on peut dire, ces processus de transmission, et elle essaie de trouver des modes, on peut dire, qui fonctionnent de manière autonome. Alors, en considérant deux choses, c'est-à-dire que tous les 30 ans, on a un changement générationnel. Et tous les 20 ans, on a une sorte de hiatus technologique qui fait qu'une génération ne peut pas lire, on peut dire, les machines et les outils de la génération précédente. Qu'en est-il donc aujourd'hui de la transmission de l'excellence, du savoir-faire, du travail bien fait? Est-ce qu'on est condamné, on peut dire, tous les 30 ans à refaire ou à réinventer des choses qu'on a déjà faites, à bien les réinventer, mais à ne pas pouvoir finalement se les transmettre et à devoir les refaire. Donc Stéphane, je réponds en premier, merci. Non, c'est une vraie question. En France, au moins, ce à quoi tu fais allusion, cette rupture de la transmission de la connaissance du maître à l'élève, etc., c'est évidemment l'œuvre de l'encyclopédie de d'Alembert, de Diderot, qui vont casser les carcans des corporations pour rendre la connaissance universelle, plus accessible. En tout cas, ça, c'est une œuvre très très importante de la Révolution française qu'on laisse toujours de côté par rapport à toute la dimension plus culturelle et politique. Mais en tout cas, sur la question de la connaissance scientifique et technique, ça a été extrêmement important. Ça a facilité la création de... Enfin, l'école des ponts et chaussées date un tout petit peu avant la Révolution, mais l'école polytechnique, l'école des mines, etc., toutes ces écoles se sont créées grâce à ce travail autour de l'encyclopédie. Donc, a priori, la connaissance, elle existe, elle est accumulée, elle est disponible et elle est ouverte à tous pour qui veut l'apprendre, et c'est plus un passage de relais de maître à élève. Après, notre époque, elle est confrontée à un phénomène d'accélération évident, et peut-être qu'on oublie encore plus vite qu'en 20 ans, peut-être que l'obsolescence des outils numériques, c'est encore plus rapide que 10 ans, enfin, il y a une vraie question autour de ça. Et peut-être aussi que cette accélération, c'est elle qui fait peser une pression aussi lourde sur les ressources de la planète. Enfin, c'est la thèse du philosophe allemand Hartmut Rosa,
qui met en lien évident cette façon qu'on a de consommer beaucoup trop vite la production annuelle de la planète. Donc peut-être qu'on a une vraie question qui est plus large par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on ralentit, comment est-ce qu'on atterrit, comment est-ce qu'on calme le jeu. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais ça serait ma manière de peut-être orienter le débat, quoi. Non, mais c'est très bien, c'est une façon de répondre. Moi, j'aimerais entendre aussi Yves Weinand là-dessus, parce que je pense que c'est une question qui le préoccupe. Pas vraiment. Question, j'ai l'impression que les choses ne se perdent quand même pas. Donc déjà, chaque fois qu'on produit par exemple une thèse, on peut relire les travaux qui ont été faits auparavant. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui semblent disparaître, lorsqu'on s'intéresse aux choses, on reconstitue le lien. Donc je panique moins par rapport au fait que les choses disparaîtraient de génération en génération. Après, j'ai l'impression que ce qui préoccupe aujourd'hui directement, c'est les réponses aux questions qu'on se pose, qui est la question climatique, et ce qu'on fait par rapport à ça. J'ai presque l'impression que la jeune génération est prête à faire une tabula rasa et dire « mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour répondre à ça ?» très directement. Et je prends ça plutôt positivement parce qu'on n'a jamais été dogmatique par rapport aux outils qu'on propose. D'autres outils vont remplacer ceux qu'on a développés. Il y a une évolution, mais la manière de poser la question aujourd'hui, elle est plutôt pertinente. Et c'est à ça qu'on doit répondre en tant qu'enseignant, mais aussi au niveau des différentes technologies qu'on propose. Peut-être une dernière chose, les compagnons du devoir ont transmis effectivement toute cette connaissance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie elle-même, elle n'apporte pas forcément l'innovation. C'est plutôt une cohabitation hybride de digitalisation et de connaissances vernaculaires qui peut faire avancer les choses. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a peut-être trop peu d'intersections et une rencontre comme celle-ci pourrait provoquer davantage d'échanges entre ces deux domaines qui classiquement restent peut-être un peu séparés. Peut-être pour compléter, c'est vrai que je rejoins tout à fait ce que dit Yves, c'est que en fait, on a eu des débats une fois sur cette question, la place de la technologie pour résoudre la question climatique. C'est évidemment une question à l'EPFL assez centrale. Et moi, j'avais dit d'abord la connaissance, ensuite la technologie. Donc, et dans la connaissance, j'imaginais qu'il y avait besoin de faire le lien. Je ne crois pas qu'on va résoudre les problèmes auxquels on est confronté en revenant sur une pure pré-modernité. En fait, l'humanité n'arrivera pas à passer par les étapes qu'elle a vécues, et sans doute qu'à chaque étape, il y a des éléments intéressants. Donc, ce rapport, comment on fait du low-tech avec beaucoup de connaissances, par exemple, comment on arrive à retrouver donc des éléments qui peuvent se rapprocher de techniques vernaculaires, mais avec quand même des enjeux où on a 6 fois plus de personnes sur Terre donc, que les temps de la prémodernité. Donc, on n'est pas confronté exactement à la même question. C'est une partie du savoir qui peut nous aider à résoudre une partie de cette question, mais elle est sans doute insuffisante pour arriver à résoudre ça. Donc moi, ce que je traduis, c'est de motiver les étudiants à traiter ces questions, à les empoigner, et puis en tant qu'enseignant, de leur apprendre des choses, de leur transmettre beaucoup, de les encourager à se cultiver dans un monde où je pense qu'il y a plus d'informations que de connaissances. Donc il n'y a jamais eu autant d'accès à l'information, mais en même temps, c'est que de l'information, j'ai envie de dire. Donc comment ils structurent une connaissance et un savoir alors qu'ils ont accès dans leur iPhone à ce que Léonard de Vinci n'aurait pas eu assez d'une vie pour parcourir. Donc on n'est pas dans les mêmes paradigmes, à mon avis. Donc ça ne suffit pas juste d'avoir une approche, je dirais, presque romantique de la retour à la prémodernité. Par contre, de pouvoir essayer de cumuler ces savoirs pour dépasser les problèmes auxquels on est confronté. Et moi, j'essaie donc de leur apprendre à apprendre, si je puis dire, en plus de leur transmettre tout ce qu'on a à disposition, mais de leur apprendre ce regard critique et peut-être imaginer le transfert de la connaissance aussi sous un angle de transfert, la disponibilité à apprendre et à continuer finalement un certain nombre d'éléments. Donc c'est peut-être une dimension supplémentaire. Et puis je structure ce que j'essaie de leur dire en savoir-faire et en faire savoir, comme je l'appelle, pour la communication, et qui sont peut-être les 3 piliers dans lesquels il y a à chaque fois cette question. Qu'est-ce qu'on peut prendre, revisiter, réinventer en se basant sur les éléments précédents et puis en peut-être proposant d'autres réponses. Mais je ne crois pas qu'un pur retour simple à la prémodernité aurait seul un sens. Et puis je ne crois pas que, bien sûr, la poursuite simple des éléments. Donc c'est une ligne de crête assez délicate et bien sûr des vraies questions permanentes. Merci Emmanuel. Thomas. Bon, moi ce que je ressens, c'est que d'abord, il me semble que c'est Rabelais qui avait dit
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors oui, la technicité, on en a besoin, oui, on s'appuie dessus. Oui, ça a soulagé l'homme dans beaucoup de choses. C'est quand même plus agréable d'avoir une grue pour lever un poids que de le lever à bras. Hein. Mais c'est aussi comment je transmets les choses. Et il faut jamais perdre l'humanisme dans la manière dont on transmet les choses. C'est faire la différence entre le savoir et la connaissance. Souvent, on fait... le savoir, c'est voir ça, hein, c'est sa propre brillance. La connaissance, c'est naître avec. Et c'est ça qu'il faut qu'on transmette. La Suisse a une immense chance, parce que Yves va parler des compagnons du devoir, c'est qu'on a basé pendant 1 siècle et demi en tout cas, le système de formation professionnelle calqué sur le système du compagnonnage. Il y a l'apprenti, l'ouvrier qui a un CFC, et puis le maître qui va plus loin, qui fait une maîtrise. Et c'est une manière de transmettre quand même, et je m'attache à le faire chez nous au bureau. On a vraiment des ingénieurs de pointe, mais qui a un partage de connaissances où on se voit en direct, on échange, et ça doit être humain et interactif. Ça n'empêche pas la haute technicité. Et je crois qu'on doit rester vraiment attentif à garder cet humanisme dans la transmission de la connaissance. Merci. J'ai une deuxième question et après on va pouvoir, vous allez pouvoir aussi en poser, plutôt à Emmanuel Ray et à Yves Weinand. Vous êtes tous les deux à la fois donc professeurs à l'EPFL, vous enseignez, vous avez une mission, on peut dire pédagogique, et à la fois une pratique architecturale propre. Et des fois, on peut dire, il y a des choses aussi qui passent de l'un à l'autre, c'est-à-dire qui passent du laboratoire dans lequel vous travaillez et vous enseignez vers votre pratique et peut-être vice-versa. Comment se passe, on peut dire un peu, cette transmission, ce passage? Est-ce qu'il y a une hygiène ou une rectitude, on peut dire, à avoir? Est-ce que vous êtes un peu comme des docteurs qui ne s'opèrent jamais eux-mêmes, hein, des chirurgiens qu'il ne faut jamais porter le bistouri sur soi-même? Ça se passe comment, en fait, cette sorte de double casquette? Yves? Bien sûr. Ça se passe très bien. Alors, il est vrai que le concours d'architecture a ses limites. Je pense qu'on ne peut pas toujours proposer des innovations technologiques à travers le concours d'architecture qui reste le moteur essentiel pour les architectes pour proposer des innovations. Et pour dire, en 2009, on a présenté 12 concours de salles omnisports en Belgique qu'on a tous perdus avec des innovations technologiques. Parce que quelqu'un dans le jury trouverait que c'était peut-être un peu trop cher, un peu trop risqué, que sais-je. Parce que c'est aussi des maîtres d'ouvrage publics qui ont des difficultés à prendre des risques et à dire « je veux ça ». Donc ce qu'il faut trouver, c'est un match, c'est-à-dire quelqu'un, un groupement, l'entreprise, le client et le maître d'ouvrage qui veulent cette innovation. Et donc, c'est clair que je l'ai un peu montré dans ma présentation. À un moment donné, on est retourné en fait pour provoquer davantage l'innovation à travers le laboratoire des constructions en bois, pour proposer des nouvelles méthodes de construction, d'abord embryonnaires, puis appliquées sur des prototypes. On appelle un prototype une échelle intermédiaire. Mais c'est clair qu'une fois que cette innovation technologique est mûre pour être transportée vers l'extérieur, il faut un mandat privé et une responsabilité civile pour un architecte, un ingénieur civil qui peut en fait construire cela. Ce qui est, je trouve, en Suisse, mais aussi en Belgique, qui est merveilleux, c'est que l'ingénieur civil peut prendre la responsabilité, en fait. Il est responsable de ce qu'il fait. C'est très bien. Donc, il n'y a pas un ingénieur de contrôle ou quelqu'un qui pourrait même arrêter le projet. Et donc, à ce moment-là, il faut que le bureau d'études prenne la responsabilité. Ici, le projet d'Annen, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez risqué, mais on s'est assuré par différents moyens. Là où intervient dans le transfert de la technologie, se joint entre le laboratoire ou l'EPFL et les intérêts privés, c'est des contrats de transfert technologique. Et donc, c'est chapeauté par l'Office des transferts technologiques de l'EPFL qui permet à ces professeurs
de créer par exemple des startups et de transférer à cette startup une certaine connaissance appartenant à l'EPFL ou un service qui sert, enfin qui sort de cette connaissance. Et c'est ce qu'on a fait pour le projet de Vidi et ce qu'on a fait aussi pour le projet de Hannen. Et donc cette somme d'argent doit aussi être payée par le maître de l'ouvrage et qui retourne en fait en ce cas-là à l'EPFL. Donc c'est quelque chose qui est très régulé. Alors régulier, je ne dirais pas. Régulé, c'est. Ah, c'est régulé, Oui, c'est clair, c'est régulé. régulé. Contrôlé, c'est pas Ah oui, quelque chose. c'est Très bien. sûr. Emmanuel, ton expérience? Oui, alors bon, je dissocierais cet aspect de régulation qui est très clair. Bon, je suis prof de projet d'architecture essentiellement dans l'enseignement, et puis on fait aussi des recherches. Quelque part, la régulation du transfert de technologie, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait directement des activités qu'on a fait à l'école, à mon bureau par exemple, et réciproquement. Donc, sous cet élément de régulation, comme tu le dis, c'est très strict, et moi j'y suis très attentif, ça me paraît important. Par contre, je dirais le médecin-chercheur ou l'architecte, le praticien intellectuel, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qu'on devient, praticien intellectuel, c'est assez bien. Au niveau du savoir des éléments, il y a des sortes de percolations, on va dire, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce qu'on voit sur la pratique pour repérer des problèmes plus larges que les questions de bois, hein, de la durabilité qui ne fonctionne pas, et pouvoir y déceler un sujet de recherche peut-être pour une thèse ou ce genre de choses. Et puis dans l'autre sens, on peut aussi faire avancer des choses qui nourrissent moi la vision, c'est que ça nourrit pas seulement notre bureau mais les confrères aussi, et donc le transfert de technologie ou de connaissances se passe sous cet angle. Très bien. J'ai une toute dernière question concernant la réutilisation du bois, et je pense à deux choses, à Jean-Pierre Neff qui racontait dans un entretien qu'on a fait récemment l'histoire des chalets de Rossinière qui avaient brûlé et dont on avait réutilisé des éléments en bois juste en les grattant, mais plus récemment la maison de Pierre Laju, qui est un architecte bordelais qui a beaucoup innové en France dans la seconde moitié du XXe siècle, dont la maison aussi avait brûlé, et qui m'a raconté la même histoire, c'est-à-dire qu'il a gratté en fait les parties, il y avait 1 millimètre et puis il a réutilisé le même bois. Et je me demande déjà, est-ce que le bois brut finalement c'est beaucoup mieux pour le réemploi? Et qu'en est-il du réemploi finalement dans ce que vous faites et dans ce que vous projetez de faire? C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est pas un peu le talon d'Achille de tous ces bois un peu composites, un peu complexes, le fait de pouvoir ou de ne pas pouvoir le réemployer? Dans l'ordre, Yves? Alors, il faut faire attention, lorsqu'on parle de réemploi, il faut vraiment voir la composition du produit dont on parle. Donc si c'est du bois massif, on peut le réutiliser et on a un très bon cycle de vie pour celui-ci. Effectivement, du bois massif peut se fossiliser, revenir quasiment dur après 300 ans. Donc c'est très intéressant de voir que cette matière continue à avoir d'autres propriétés. Mais il est vrai que le bois laminé collé et les autres panneaux produits dérivés du bois, comme je le disais, ils contiennent d'autres substances. Ils ont aussi d'autres façons pour être produits, qui sont énergivores, etc. Et donc c'est quelque chose qui se recycle moins. Donc beaucoup de bois en provenance de ces produits dérivés des années 70, 80, etc., n'est pas bien perçu dans le cycle de vie. Donc c'est quelque chose qui est perçu comme un déchet. Et donc donc si on revient en arrière et qu'on arrive plus ou mieux à utiliser le bois massif, je crois que ça peut se décliner effectivement dans une vraie périodicité. Thomas? Bon, c'est même très à la mode de réutiliser le bois. On a cette station alpine où on va même chercher des vieux bois aux quatre coins de l'Europe pour rhabiller des chalets ou voir des constructions en béton qu'on rhabille avec du vieux bois. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on réutilise. Mais c'est vrai que c'est plutôt les bois massifs qui sont réutilisés et qui durent longtemps. On n'a pas non plus un énorme recul sur la réutilisation des structures laminées collées quand même, parce que ça fait pas si longtemps qu'on l'utilise à très grande échelle et qu'on a encore recyclé relativement peu de construction.
Ensuite, la question de l'incendie, oui, c'est vrai que souvent, si le bois a brûlé, on peut le gratter. Bon, c'est quand même plus qu'1 millimètre en général, mais on peut gratter 15-20 mm, ça ne se fait pas tout le temps pour récupérer. Après, vous avez la violence de l'incendie, parce que Notre-Dame de Paris, on récupère rien du tout. Hein, le plomb en fusion a mené la cathédrale à la ruine et augmenté l'inflammabilité du bois, en fait. Donc moi je crois, oui, on peut le réutiliser. Et puis finalement, la réutilisation ultime du bois, c'est qu'à la fin, il peut encore servir de bois énergie. Donc jusqu'à la fin de son cycle de vie, le bois peut nous donner quelque chose, à condition d'avoir pas été trop pollué par des matériaux chimiques au préalable. Peut-être un complément, on s'était posé la question de la bonne échelle de récupération quand on fait du réemploi, hein, pas du recyclage ou du déchiquetage ou du bois énergie. Et ça nous a amené à nous intéresser pas mal à la question de l'architecture modulaire, hein, et où finalement on peut imaginer déplacer un module et lui prolonger une vie. Et on a fait un projet à Zurich pour les besoins scolaires de la ville de Zurich, où finalement il y a souvent des quartiers qui ont une démographie qui augmente, et donc tout d'un coup il y a des besoins scolaires rapides, et puis dans d'autres quartiers il y en a moins, et puis 15 ans après c'est différent. Donc on a réalisé avec Bauart un certain nombre de projets de ce type. On a fait une 40aine de pavillons, et on a toujours imaginé, oui, les pavillons pourraient être déplacés, surélevés, et en fait le projet dure maintenant depuis une 20aine d'années. Donc on a eu ces cas, donc on a eu le fameux téléphone. Bon, alors vous nous aviez dit qu'on pourrait le déplacer, qu'on pourrait le surélever, et effectivement on a pu déplacer en fait par module, donc effectivement pas à l'élément mais au module, et optimiser un certain nombre de points, mais récupérer ou surélever, et le système fonctionne assez bien. Je pense que c'est des questions plus larges aussi qui peuvent être intéressantes, c'est-à-dire comment on répond aux besoins spatiaux dans un parc bâti qui est extrêmement présent. On dit des fois que 80% de la ville du futur existe déjà. Comment est-ce qu'on fait en plus, c'est-à-dire avec, parce qu'on renouvelle théoriquement que 1% par année du parc bâti, donc il faut théoriquement un siècle pour renouveler tout notre parc bâti, et puis les enjeux climatiques vont se passer avant un siècle. Donc quelque part on a une vraie question par rapport à ça, et donc voilà, c'est aussi des pistes pour élargir un peu le champ, et tout d'un coup le bois et les questions de préfabrication, d'innovation sont très intéressantes dans ces registres, peut aussi changer une partie de l'élément, de la donne, et donner des réponses qui sont un peu plus grandes que la seule récupération de la matière, mais la récupération de l'espace construit avec le bois. Alors on va peut-être, il est l'heure, vous avez des questions, et ça serait bien de prendre... Oui, Marc. Merci. Non, moi j'ai toujours des questions évidemment, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'architectes présents ici. On a des constructeurs, des ingénieurs, etc. Je me pose la question de l'urgence de former pas seulement des ingénieurs spécialisés en bois, parce qu'on avait constaté il n'y a pas si longtemps qu'il y avait une pénurie de savoir, hein, on disait, hein, et qu'il fallait former des ingénieurs spécialisés en bois, parce qu'ils ont trop souvent ce réflexe évidemment des structures en béton armé et en acier. Et aujourd'hui, alors, on a peut-être pris conscience de ça. Est-ce qu'il faut former des architectes spécialisés bois à l'EPFL, puisqu'on a 2 enseignants et puis un 3e à Versailles? Est-ce que vous estimez qu'il faudrait pousser en studio dans cette direction-là pour développer une vraie connaissance? Je te laisserai après compléter peut-être, Yves. Mais alors, bon, moi, je pense que c'est bien que les architectes aient un socle lié à leur discipline, et puis que peut-être en bachelor, et puis que peut-être en master justement, il y a une intensification de ces questions pour le bois, mais aussi pour d'autres enjeux de la transition. Et c'est un peu ce qui se met en place. Il existe un atelier de projet que fait Yves, il existe des unités d'enseignement, donc il se passe des choses hein, par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément. Donc on fonctionne par orientation plutôt aujourd'hui que spécialisation, au sens où c'est le même diplôme, et c'est un Master of Science in Architecture. Et je pense que c'est juste de conserver cet élément et de permettre à chacun de peut-être prendre déjà là des orientations par rapport à ça. Moi, ce que je trouve l'intérêt de la construction bois, qu'elle se passe à un très haut niveau de technicité, ou à une lecture vernaculaire, ou à une simplicité des choses, elle est très didactique. Je me rappelle quand j'étais étudiant, les critiques disaient, je sais pas, un étudiant, comment fonctionne votre structure, et il répondait, elle est en béton. Sous-entendu, donc,
elle tient, elle répond à tout. Et effectivement, donc je pense que ces éléments, et je crois qu'il y a un champ qui apparaît, mais il est encore un petit peu ténu, entre la digitalisation des processus de conception, où finalement on préconstruit une fois le bâtiment, le réemploi ou les matériaux biosourcés dont le bois occupe une place de choix en Suisse, se passe un champ en fait qui va, je crois, contaminer plus que juste une partie de gens fans et spécialistes, mais petit à petit, idéalement, toute la volée. Et puis après, il y a des réflexions en fonction de certains projets où voilà, le bois se combine avec autre chose. Donc je pense que l'architecte spécialiste bois, dans la profession, pourrait aussi se retrouver dans une niche intéressante ou alors marginale. Alors, vu les enjeux qu'on a et l'ampleur je crois qu'il faut donner aux matériaux biosourcés, au réemploi et aux questions de ce type, ça devrait, à mon sens, quand même percoler dans diffuser dans toute la profession et peut-être pas que dans un sous-groupe qui serait vu comme le sous-groupe. Je crois, hein, mais c'est un peu à chaud comme ça que je réagis. J'aimerais juste donner mon regard peut-être du côté du bureau d'ingénieur. Peut-être qu'il faudrait augmenter un peu le nombre d'heures d'enseignement dévolues au bois dans les grandes écoles. Parce que ça, à mon avis, ça fait défaut. Et Claude Aiguille, qui est président de l'IGNOM Genève, à l'époque où il était président du Conseil d'État, il a initié, il y a une vingtaine d'années, un projet de logement à Genève entièrement en bois. Et puis, le résultat, ça s'est très bien passé, sauf que l'architecte, il a dit « je ne refais pas ». Comment ça, tu ne refais pas? Mais c'était bien, le résultat est beau, tout le monde est content. Ben non, je ne refais pas parce que j'ai passé 2 fois plus d'heures à planifier du bois qu'à planifier un ouvrage en béton. Donc économiquement, pour lui, il a dit « c'est pas un bon plan pour moi, c'est plus facile de refaire comme avant ». Et c'est vrai que le bois demande plus de préparation en amont. Il demande plus d'heures de projet. Le dossier d'exécution est beaucoup plus abouti avec la construction bois parce que vous avez dû penser que la prise électrique, elle est déjà pensée avant, tous les réseaux des canalisations, tout doit être absolument figuré sur les plans. Après, le chantier est plus facile. Et c'est peut-être un mythe qu'il faut casser, c'est de dire non, en bois, c'est bien, un peu plus de travail en amont, plus de facilité au chantier après. Mais ce message, il n'est pas encore très bien compris. Yves ? Alors, l'enseignement de l'architecture doit rester une démarche holistique. Elle doit englober vraiment l'ensemble des éléments. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dicter de façon dogmatique un matériau plus qu'un autre. Je pense que ce qui est très difficile à faire, c'est décloisonner l'architecture de certains modes ou de certains réflexes et peut-être d'ouvrir vers une nouvelle pratique du métier d'architecte qui passe plus par le faire également et le comprendre du faire que le fait de le dessiner et de le présenter, on va dire, aux exécutants. Et donc il y a un rapprochement plus cyclique entre les acteurs qui doit être enseigné également au niveau des ateliers d'architecture, permettant peut-être d'ouvrir des agences d'architecture d'un nouveau type où la fabrication et le choix des matériaux ne sont pas des thèmes secondaires ou reliés aux industriels, aux entreprises ou aux ingénieurs, mais deviennent les premiers critères de choix aussi d'une architecture. Et alors le bois va jouer un rôle naturellement là-dedans, mais pas de façon, disons, dictée, je pense. Oui, si je peux poursuivre par rapport à ta question, je suis assez d'accord qu'on ne peut pas, dans les écoles d'architecture spécialisées, on est déjà dans la profession d'architecte extrêmement spécialisée d'un point de vue programmatique. Il y a ceux qui font des logements, ceux qui font des écoles, tout ça. Alors en plus, il y a ceux qui font des écoles en bois uniquement. Tu vois, ça va commencer à réduire la marge de manœuvre de manière assez terrible. En revanche, on a un projet actuellement à plusieurs écoles d'architecture, l'école d'architecture de Versailles, de Lyon, de Grenoble, de Rouen, avec l'INSA de
l'INSA de Lyon, on a remporté un appel d'offres de l'ANR pour constituer des cours sur ce qu'on appelle les matériaux bio et géosourcés. Alors on peut discuter du terme géosourcé parce que le béton est géosourcé, enfin en tout cas des matériaux qui seraient moins polluants que le béton, parce qu'on s'est tous rendu compte, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, que les questions environnementales nous imposent de ramener la question des matériaux au premier plan dans les réflexions sur l'architecture, et plus de dessiner le truc et ensuite de se dire comment je le construis, donc en béton, parce que c'est tellement plus simple. Et voilà, on travaille là-dessus et on sera capable de manière un peu coordonnée à plusieurs écoles de rassembler nos connaissances pour travailler sur la pierre, pour travailler sur le bois, pour travailler sur les fibres et pour travailler sur la terre crue, et essayer de mettre au point des cours de construction et d'architecture sur ces matériaux et de les réexplorer. Et on se rend compte déjà, simplement en travaillant sur la pierre, construire en pierre, a priori, on sait faire. Enfin, si on se retourne sur notre histoire, il n'y a pas de souci, mais on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se heurtent aux normes contemporaines, parce que le mode de pensée de la rédaction des normes au XXe siècle supposait implicitement des constructions en béton, en fait. Et donc, voilà, il y a plein de questions de chaînage où il faut remettre du béton dans des bâtiments en pierre pour qu'ils tiennent, alors qu'en fait, à côté, Haussmann, tout était en pierre. Et voilà. Donc, si ça peut être une partie de la réponse, c'est dire, c'est pas tant spécifiquement tel ou tel matériau, mais plutôt faire remonter la question des matériaux à un plan un peu plus visible pour les étudiants. Merci. Une autre question, juste derrière. En fait, j'aime beaucoup la réponse de M. Weynan. Effectivement, il a dit que les études d'archi doivent rester holistiques et qu'il n'y ait pas des approches dogmatiques. Et effectivement, moi, j'ai connu M. Rey quand je faisais l'architecture et développement durable à l'EPFL. À l'époque, il y avait un master qui s'appelait architecture et développement durable. Et puis pour les architectes qui n'avaient pas fait ce master, en fait, c'était un truc en plus. Et puis a surgi la question de savoir, est-ce que l'architecture peut ne pas être durable? Et puis à la base, un architecte doit penser l'architecture de manière durable. Ce qui me ramène à ma question, donc là on parle de matériaux, on a parlé de bois, de briques, de matériaux géosourcés. Et puis moi, ce que je veux juste avancer, c'est que il y a un truc sous-jacent dans ces rencontres, c'est que durable, c'est forcément en bois, ou pour construire durable, il faut que ça soit en bois, et si c'est en bois, c'est forcément durable. Et puis, la question des matériaux, donc là, avec la dernière réponse, c'est de dire, OK, on va chercher les matériaux géosourcés pour que ça soit durable. Et puis, un des aspects de la durabilité, c'est que c'est une approche multifactorielle. Donc il y a un ensemble de paramètres, et puis à partir de l'analyse de ces paramètres, on arrive à un résultat qui est durable ou pas durable. Et puis c'est là, par exemple, la question de la réversibilité. Donc vous avez parlé de réemploi ou de réutilisation ou de recyclage. Donc on a beaucoup parlé du bois, et puis moi je trouve un des aspects les plus intéressants du bois, et qui n'a jamais, ou qui n'est pas encore vraiment exploré, juste peut-être M. Rey en a parlé un peu, c'est la réversibilité. On est à un tel niveau de savoir et de connaissance aujourd'hui qu'on peut déjà entamer. Là, c'est un vrai changement de paradigme. Comment on peut construire pour déconstruire, pour reconstruire, pour réutiliser? Ça commence. Mais peut-être qu'il faut un peu plus explorer cette piste de réversibilité. Ça, c'est un des paramètres d'une réflexion durable à côté des autres aspects, donc de géosourcés et puis d'autres. Donc, en fait, ma question, c'est juste sur la réversibilité. C'est une remarque et c'est très juste. C'est-à-dire aujourd'hui, la réversibilité, on se rend compte que ça devient très important au niveau des typologies, ne serait-ce que de pouvoir faire du tertiaire réversible en logement et vice-versa. Mais est-ce qu'il y a une autre... Est-ce que peut-être vous voulez réagir? Bon, je peux donner un rebonjour. Excellent programme, évidemment, que j'avais suivi aussi en son temps. Donc, évidemment, les choses ont été un peu intégrées maintenant au cursus, non pas en postgrad, mais dans le cursus général. Concrètement, cette question de la réversibilité, de la modularité qui dépasse les matériaux, je pense que c'est un thème très important, eu égard à ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'en fait on a une maîtrise que sur une partie partielle du parc bâti, et on a un immense enjeu de CO2, donc on doit aussi faire avec les bâtiments existants, et donc je crois qu'il y a une vraie question de qu'est-ce qu'on fait de ce stock. On ne peut pas tout détruire et reconstruire, on va faire enfin juste, il y a plein de périodes de l'histoire qui ont fait enfin juste. La modernité par exemple a pensé ça, on voit que sous l'angle climatique on arrive, et sous l'angle culturel des villes on perdrait aussi énormément d'éléments, et ce serait même
pas performant en termes climatiques. Donc il y a une première question sur le bâtiment, le stock existant, et puis après sur les bâtiments qu'on crée, les nouveaux bâtiments, les nouvelles parts qu'on rajoute aux bâtiments. Là, il y a de grandes questions, et je pense que c'est là qu'il faut, à mon avis, mettre un accent très fort sur peut-être ce qui peut paraître paradoxal, une moins grande spécialisation des bâtiments. Donc si je parle de Microcity que je vous ai montré, on a fait des plans d'étage avec des occupations en autre chose que alors peut-être pas les laboratoires lourds et les salles blanches, mais même on a changé, on peut changer assez aisément beaucoup de plans, et ça je pense que c'est aussi une manière de réaliser que ce qu'on construit maintenant, c'est ce fameux patrimoine qui va en fait rajouter au stock existant des bâtiments. Et donc nous on essaie des fois de faire des exercices au bureau où on imagine nos confrères ou nous très très vieux qui rénovons notre propre bâtiment pour avoir ce regard critique sur la déconstruction ou alors l'adaptabilité, sachant qu'il y a des bâtiments multiples, dont en bois, qui existent depuis des siècles. Donc quelque part, cette question me semble importante, et c'est vrai qu'elle est assez peu pratiquée. Mais dans l'espoir qu'on a eu récemment, on a gagné un concours de logement. On était les seuls candidats à proposer cette démarche et un bâtiment modulaire en bois, et pour un maître d'ouvrage qu'il n'avait pas spécialement demandé. Parfois, c'est lisible dans le cahier des charges, mais donc on voit que beaucoup d'acteurs commencent à évoluer par rapport à ça. C'est aussi une réflexion sans doute du risque d'avoir des bâtiments inadaptés aux besoins futurs. Un point sur le logement. On a une structure démographique avec une société de longue vie qui est devant nous, qui est totalement différente de celle du XXe siècle. Or, en immobilier, on est quand même toujours un peu basé sur une maison. Enfin, le besoin type, c'est une famille, monsieur, madame, 2 enfants, un garçon, une fille, 2 ans d'écart. Les images immobilières sont encore beaucoup comme ça. Quand on regarde les statistiques démographiques, on n'a pas du tout cette structure. Donc, on pourrait dire presque qu'on a assez de logements pour répondre à ce besoin. Par contre, on a beaucoup de ménages seuls, on a beaucoup de personnes âgées qui vont être là, et d'autres questions. Donc, c'est pour ça que la durabilité, bien sûr, c'est le matériau, mais c'est plein d'autres questions. Et ce qui a été dit par holistique, ça me semble fondamental. Et puis l'autre point que je dis souvent à mes étudiants, il n'y a pas de recette. Alors c'est frustrant parce qu'on dirait on a la solution et puis on va la mettre partout. En fait, il y a vraiment une grande complexité de situation. Donc moi, je crois beaucoup au projet qui essaie de manière holistique, avec des acteurs interdisciplinaires intégrés, de trouver chaque fois la meilleure solution et de faire avancer les choses de manière non dogmatique, mais assez orientée sur des ambitions assez fortes au niveau climatique, qui est quand même une urgence dans ces questions qui demeurent. Il est certain que le rêve que se fait le promoteur immobilier des attentes des locataires, c'est l'ennemi absolu. C'est-à-dire, on n'est pas du tout à l'abri de ce qui s'est passé en Espagne et des 3000 km² de villes fantômes. Et on le voit aujourd'hui très bien avec le tertiaire. Si vous parlez à des promoteurs immobiliers, ça fait 2 ans qu'ils n'ont rien loué. Et juste pendant ces 2 ans, là où tout est en train de reprendre, manque de bol, la société a appris à travailler un peu différemment. Donc il y a un gros problème qui attend la promotion immobilière sur cette question. Mais on va continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Au niveau des normes, on voit que la recherche évolue très vite. On voit aussi que les processus créatifs et de construction évoluent vite. Par contre, le contexte légal et le contexte normatif sont beaucoup plus lents. Il y a un petit décalage dans le temps. J'aimerais savoir si c'est contraignant pour vous ou bien si vous arrivez à vous affranchir de ces choses-là dans vos processus innovants. Qui veut se saisir de cette question ? Oui, c'est nécessaire. On ne peut pas suivre, on doit précéder les normes. L'implémentation dans une norme, ça prend 5 ans, etc. Donc ici, juste pour donner un exemple, les connexions bois-bois, Julien Gamero a présenté une thèse où il applique une méthode de dimensionnement qui attend encore actuellement à être inscrit dans les normes pour que ça puisse être utilisé de façon générale par les bureaux d'études. Mais ça ne peut pas nous empêcher d'avancer, donc c'est clair. Et après, peut-être de façon plus générale, on aspire à plus de simplicité dans la construction. On a vu des expressions constructives trop sophistiquées où on se demandait si c'était vraiment nécessaire, une sorte d'autonomie
de produits qui se sont présentés. Et il y a tout un courant d'architectes qui prônent vers quelque chose de plus naturel, de plus simple, comme au niveau de la nourriture, l'alimentation, etc. Aussi au niveau technologique du bâti. Et là, je vois aussi des possibilités. Je pense que les bâtiments trop isolés, l'effet thermo, c'est des choses qui ont été critiquées par les usagers. Et on entend ça. Et on voudrait en fait avoir... Alors, c'est clair que dans un chalet d'alpage, il y avait trop de courant d'air, manifestement, pour correspondre aux normes d'aujourd'hui. Mais il y a peut-être un intermédiaire qu'il faudrait trouver et plus dosé à l'écoute de la situation locale. Donc, lorsqu'on parle disons, d'amener la végétation en ville, d'amener de l'air frais en ville, tout ça, ça doit aussi profiter aux pots qui sont nos bâtiments et aux appartements qui se trouvent à l'intérieur. Et donc il y a vraiment des microclimats qui peuvent être créés, des zones agréables qu'on apprécie beaucoup lorsqu'on voyage et on voit des constructions ou des villages vernaculaires qui ont un peu disparu, et cette naturalité peut revenir aussi par une réflexion constructive. Et là, d'un point de vue de normes, c'est pas tellement compliqué de faire ça. Est-ce qu'il y a encore une question? On va prendre une dernière question. Après? Comme vous voulez. On a parlé de bâtiments, on n'a pas parlé de passerelles, de ponts, d'infrastructures en fait. Ça sera pour l'année prochaine. Oui, la thématique, c'était le C'est déjà tellement compliqué de faire rentrer tous les projets qu'on voulait présenter dans la thématique sport. Mais c'est vrai que les passerelles font partie de ce qu'on sait faire en bois. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Sinon, on va... Voilà, la dernière question. Bonjour. Alors bon, je suis architecte, donc il y en a dans la salle. On parle de sobriété dans l'utilisation des matériaux, tous les matériaux, le béton, le bois, etc. Est-ce qu'il y a cette approche de la sobriété de l'habitation? Parce que c'est vrai que dans les temps anciens, on vivait tous dans une grande pièce, si on veut bien. Aujourd'hui, plus on va dans le temps, plus il y a de chambres pour chacun des membres de la famille, avec chacun sa salle de bain et tout ce que ça veut dire. Est-ce que dans cette optique, pas d'économie, mais oui, de sobriété quelque part finalement, on va vers une simplification dans la manière d'habiter? Voilà. Oui, je comprends très bien votre question. On a beaucoup parlé de normes techniques, mais en fait, on fait comme si on ne pouvait pas agir sur les normes sociales, sur les habitudes de vie, sur les façons de fonctionner. Ça se discute pas. Le fait qu'en hiver, un occidental puisse être chez lui en t-shirt à 22 degrés, ça se discute pas. Donc, on doit faire des bâtiments extrêmement compliqués, très isolés, avec plein de machines sophistiquées, parce qu'il faut absolument tenir ce 22 degrés qui ne se discute pas. Et ça, c'est un point sur lequel, en effet, la société doit évoluer. Il y a une vraie question... Enfin, la crise climatique est liée à l'accroissement de notre confort, pour le dire franchement. Il y a un chiffre qui se balade, il faudrait le vérifier, mais je crois qu'au début du siècle, en tout cas en France, il y avait 20 mètres carrés construits par habitant, tout compris logement, travail, etc. Et qu'aujourd'hui, on est à plus de 80 mètres carrés, que c'est une courbe exponentielle et qu'à la fin du siècle, on sera à 300 mètres carrés. Donc on peut toujours isoler encore mieux, mais ça, voilà, on aggrave le problème par l'augmentation de confort. De la même manière qu'on fait des moteurs qui vont être très performants, enfin l'industrie automobile fait des moteurs très performants, mais si la norme devient le SUV, alors les moteurs très performants n'ont plus aucun intérêt. Enfin, on a perdu en tout cas le bénéfice des recherches des motoristes. Donc je pense qu'à tout point de vue, en effet, la question de la critique des normes sociales devrait se poser aussi avec autant d'acuité que la question des normes techniques autour desquelles on discute. Ouais, je peux peut-être compléter parce que c'est quand même une question d'une période plutôt d'opulence et de pays riches, hein, si on compare à l'échelle mondiale. Une anecdote, j'étais réuni dans une discussion où un collègue suisse présentait une étude assez intéressante, il venait de la Haute École de Lucerne, pour un projet d'espace partagé, mutualisé, pour passer de 50 mètres par personne à 35 mètres, qui seraient un peu les objectifs qui ont été donnés pour la Suisse.
à un congrès international. Et en fait, quelqu'un d'Amérique latine a levé la main et il a dit bon, bah, finalement, votre problème en Suisse, c'est d'essayer de vivre comme nous. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De plus, scientifiquement, c'est pas une vraie question, c'est plutôt sociologiquement. Donc voilà. Donc ça, c'est un point. Faut être lucide quand même dans les questions de la modernité, ce qu'elle a permis, l'abondance, l'évolution structurelle. Parce que la norme sociale, elle est aussi liée en fait à la manière socioculturelle dont s'organise la société. Alors avec une société de longue vie et on va dire une déstructuration et restructuration permanente de la structure familiale traditionnelle qu'on trouve plus dans d'autres pays, on se retrouve quand même dans une structure de ménage. Alors voilà, c'est comme ça, qui pose des questions sur une quantité incroyable. Il y aura en 2030, donc c'est vite là selon les FES. 24% seulement des ménages qui feront plus de 2 personnes en Suisse. C'est pas la vision qu'on a en tête. C'est des personnes âgées. Alors, les ménages de 1 ou 2 personnes seront majoritaires, alors que c'est pas la vision qu'on en a. Hein. Donc, ils vivent dans des logements plus grands, par définition. S'ils déménagent dans un logement plus petit, c'est plus cher. Donc, ça pose plein de questions. Donc, quand on veut toucher à cette norme sociale, il y a des vraies questions structurelles qui sont très importantes, parce que la situation dans laquelle on est, elle a été construite depuis l'après-guerre, donc depuis 1950. Donc, il y a 70 ans de construction de cette norme sociale. Donc, c'est à la fois qu'on se satisfait de moins, mais toute la structure doit évoluer. Et puis, dans ce cadre, il y a un point il y a des expériences qui nous rendent optimistes, hein, des clusters où les gens revivent ensemble, plus âgés, développent des nouvelles communautés. Puis il y a un autre point que j'ai toujours un peu en tête, c'est l'effet rebond. Donc je crois que c'est le paradoxe de Givons, qui a montré que dans toute invention qui a été faite par être humain, quand on la rend plus efficace, on divise, je sais pas, on augmente son efficacité par 2, le moteur. En fait, par effet rebond, on en consomme beaucoup plus. Et à la fin, on arrive au même point de croissance. Donc on a plus d'objets plus performants. Et ça, on le trouve dans plein de domaines, ça a été étudié. Donc ça questionne quand même sur la nature humaine aussi, sur la manière dont on peut en tant que sapiens ou homo urbanus, je sais pas comment on peut appeler aujourd'hui, se poser ce genre de questions. Donc la norme sociale, je pense, c'est un enjeu majeur, mais c'est peut-être pas si facile que ça d'y intervenir. Et je pense qu'il y a beaucoup de recherches et de travaux là-dessus aussi qui sont assez intéressants. Mais souvent, moi, j'en ressors pour l'instant avec plus de questions que de réponses, je dois dire, et aussi une conscience que c'est un immense défi. Une piste possible serait d'essayer de comprendre comment c'est construite, on peut dire, cette individuation du logement. Elle s'est construite avec des fables qui sont les fables du XXe siècle, les fables politiques, les fables sociologiques. Peut-être qu'il faut tout simplement détricoter ou retricoter d'autres fables qui seront des fables de la vie collective, du vivre ensemble, des familles agrandies, des familles recomposées. Et c'est ce qui se passe en partie avec les coopératives. Mais voilà, il faudrait faire des films qui donnent envie aux gens de revivre ensemble. On va clore ce débat avec, on peut dire, des prises de parole politiques. Merci à tout le monde d'avoir pris part à cette journée qui a été longue, riche et intéressante. Voilà, merci beaucoup.